Elle rentre du travail, elle a qu'une envie, c'est d'ouvrir le frigo et de manger tout ce qu'il y a et sans réfléchir. Juste la question, c'est déjà pourquoi t'as faim dans l'après-midi ? C'est qu'une question d'habitude à chaque fois. Ouais. C'est sûr que de l'eau plate classique, après ça paraît fade. C'est hyper dur de tenir sur la durée. Moi aussi, je dois manger sans gluten, mais en fait, j'y arrive pas. Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire ? D'ouvrir cette porte et d'aller voir derrière. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, mais ça, c'est l'effet nocebo. Enfin, j'en souffre aussi. Non, t'as pas mal au ventre, c'est dans ta tête. Bienvenue dans le podcast Différemment avec Zoé No Gluten, donc c'est moi. Et donc c'est le premier épisode aujourd'hui, c'est tout nouveau pour moi. Et j'ai la joie d'inviter mon premier invité qui s'appelle aussi Zoé, c'est un signe. Voilà, donc avant de se présenter, Zoé, bienvenue déjà. Ok, donc Zoé, t'es diététicienne, c'est ça, de formation, et tu partages beaucoup sur les réseaux. Oui, tout à fait. Comment tu t'es lancée là-dedans ? Comment tu t'es dit, ça y est, je suis diététicienne, je vais dire aux gens quoi manger ? Alors, c'est arrivé un peu par hasard. J'ai toujours voulu travailler déjà dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, comprendre un peu le corps, notre organisme, comment ça fonctionne. Donc j'ai fait un bac scientifique et j'ai voulu être sage-femme, j'ai voulu être médecin, je me suis renseignée. Et puis un jour, je suis tombée sur le métier de diététicienne nutritionniste. En plus, je fais attention à ce que je mange, je fais beaucoup de sport, donc l'alimentation est très importante. Même dans tous les cas, mais surtout quand on fait du sport aussi. Et en fait, j'ai commencé les cours, j'ai été prise dans une école et puis go. Et j'ai adoré et j'adore toujours autant mon métier aujourd'hui. Génial. Donc ouais, c'est sûr que ça te permet de te lancer dans le domaine de la santé plus rapidement qu'en étant médecin. Exactement, parce que c'est que 2 ans d'études. C'est un BTS diététique que j'ai fait. On peut le faire autrement aussi via un DUT, un BUT maintenant génie biologique option diététique. Mais c'est des études qui sont, oui, plus courtes que de devenir sage-femme ou médecin, même si j'aurais adoré aussi. Ouais, et c'est quoi la différence en fait entre un médecin et une diététicienne, déjà pour poser les bases ? Alors, une diététicienne nutritionniste, ça va être dans le paramédical. Un médecin, donc c'est le médical. Un médecin, ça va pouvoir prescrire des médicaments, faire des examens, etc. Alors que la diététicienne ou le diététicien va plutôt être ciblé uniquement sur l'alimentation, sur les habitudes alimentaires, conseiller et justement apprendre comment bien manger et comment correctement s'alimenter. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile et puis je pense qu'il va peut-être être plus à l'écoute parce qu'il n'y a pas de médicaments à prescrire, il y a pas. Oui, c'est ça. Donc ça permet de vraiment essayer de trouver des solutions comportementales finalement. Exactement. Et ouais, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais que t'apportes toi à tes patients le plus ? Quel est ton message clé s'il y avait en une phrase un truc pourquoi est-ce qu'il faudrait venir te voir en tant que diététicienne ? Qu'est-ce que tu fais ? En une phrase, c'est un peu compliqué parce que l'idée, c'est d'apporter plein de choses et de s'adapter finalement à toutes les facettes du patient. Mais ce que j'aime bien faire et ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit, c'est bannir les préjugés alimentaires, démêler le vrai du faux. Et c'est vrai que dès que j'entends un patient qui va me dire, je donne un exemple comme ça, j'enlève le pain le soir parce que ça fait grossir. Alors là, je chauffe les petites mains et je dis, bon, alors. Ouais. Et non, c'est ça qui est cool aussi. C'est sûr que dans le monde où on vit maintenant, surtout, c'est hyper important parce que c'est vrai que sur Internet, sur les réseaux sociaux, on peut voir tout et son contraire. Si on a envie d'entendre que le pain est mauvais le soir, en fait, on va trouver toutes sortes de personnes qui seront d'accord avec nous. Et donc, c'est compliqué de savoir aujourd'hui ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est pour ça que je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans toutes ces questions-là. Tu viens de me dire que tu étais sportive et je sais que tu as couru un marathon récemment. Oui, le marathon des JO. Le premier ? C'était mon premier, oui. Trop bien. Et est-ce que tu t'es préparée, donc j'imagine physiquement, mais est-ce qu'il faut se préparer aussi d'un point de vue alimentaire ? Est-ce que tu as dû suivre un régime spécifique ? Bien sûr. Alors, donc c'était mon premier marathon incroyable, marathon des JO. Très dur, waouh, mais expérience incroyable. Et oui, évidemment que je me suis préparée physiquement, mais surtout aussi au niveau de l'alimentation, parce que si tu ne te nourris pas correctement, si tu ne réponds pas à tous tes besoins en parallèle d'un bon entraînement, en fait, tu peux pas. Tu as des risques de blessures, tu as des risques de fatigue. Et c'est quoi qu'il faut manger ? Alors, à quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Alors, déjà, on a tous des besoins très différents, d'accord ? L'idée, c'est d'écouter déjà ses besoins. Et alors, dans ce type d'effort
extrêmement intense en termes de préparation, mais même pour le jour J, il faut avoir une alimentation riche en glucides, on augmente les apports. Mais c'est pas évident parce que je suis vite calée, donc c'est compliqué. Comment finalement augmenter ces apports pour avoir plus d'énergie, étant donné qu'on va se dépenser plus ? J'ai fractionné mon alimentation, je faisais un petit déjeuner, une petite collation le midi, pourquoi pas une autre collation dans l'après-midi, puis un autre repas le soir. Et finalement, je me suis adaptée comme ça en fonction de moi et de ce que je suis capable de manger. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont faire juste 3 repas dans la journée ou 2 et qui vont finalement répondre aussi à leurs besoins. Et toi, tes patients, en majorité, c'est des personnes comme toi qui sont hyper sportives ou bien c'est plus des personnes qui sont là pour d'autres problématiques ? C'est quoi Non, la plupart des cas, c'est des patientes. J'ai beaucoup de femmes qui sont en recherche de perte de poids. D'accord. Tout simplement. Et souvent, ça va être des mamans qui ont accouché et qui sont en recherche de perdre les kilos pris au cours de la grossesse. Ou alors, ça va être des femmes de manière générale, 18-25 ans, qui sont en recherche de rééquilibrage alimentaire, de perdre quelques kilos et finalement de... J'ai beaucoup de patientes qui veulent apprendre aussi, surtout. Qui ne sont pas là pour juste perdre du poids, mais surtout aussi pour comprendre, pour, encore une fois, bannir des préjugés alimentaires, démêler le vrai du faux. Et c'est ça qui est chouette, parce qu'au-delà d'avoir cet échange professionnel de santé patient, il y a aussi toute une discussion derrière au cours des consultations qui est super chouette. Ouais, c'est sûr. Parce que j'imagine que tu apprends à connaître les patients. C'est pas en une fois, en venant te voir, qu'on peut perdre du poids. Il y a un suivi. Bien sûr. Ouais. C'est combien de fois en moyenne que tu vois les personnes ? Ça dépend de chacun, encore une fois. Il y a des patients que je vais voir qu'une fois. Ouais. C'est-à-dire juste un bilan, ça va leur suffire et ils vont avoir les bases et ils vont réussir à se débrouiller tout seuls. Comme il y en a que je vais voir 5, 6, 7 fois. Comme il y en a que je vais voir que 2 fois, finalement, un bilan et un suivi pour essayer de voir les bases et puis après de faire un petit suivi. Et après, pareil, le patient, il décide, c'est bon, j'ai plus besoin d'être accompagné. Ouais. En fait, ça dépend de chacun. Il n'y a pas vraiment de moyenne dans ça. Ouais, c'est un peu... L'idée, c'est que tu puisses voler de tes propres ailes et puis si tu as besoin de plus de temps, tu donnes plus de temps. Et toi, pendant une consultation... classique, c'est quoi ? Tu donnes un programme alimentaire, enfin tu fais ok, le matin tu manges ça, le midi tu manges ça, ou bien tu donnes plus des informations et puis chacun fait à sa sauce. Je me suis toujours demandé comment ça se passe en fait. Alors, au début déjà j'apprends évidemment à connaître le patient, ses besoins, d'être à l'écoute et de pouvoir voir toutes les facettes finalement de son alimentation, de pourquoi il mange ça, pourquoi il pense ça, et ensuite une fois que que je connais finalement mon patient, ce qu'il mange, pourquoi, le contexte, son travail, son métier, les difficultés qu'il rencontre, d'essayer de savoir aussi pourquoi il est là finalement, de comprendre ses besoins, ses attentes. Après, du coup, j'établis avec lui un plan alimentaire. Donc si par exemple c'est une patiente en recherche de perte de poids mais qui n'a pas trop faim le matin, qui sait pas trop quoi manger, le midi c'est un peu speed et le soir souvent c'est un repas où elle se jette un peu sur tout et sur rien parce que elle rentre du travail, elle a qu'une envie, c'est d'ouvrir le frigo et de manger tout ce qu'il y a et sans réfléchir. Bon, dans ce cas, j'essaye de comprendre pourquoi elle fait ça. Voilà, donc peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'alimentation, ce qui fait que le corps finalement quand elle rentre le soir, il a juste envie de combler ce manque qu'il y a eu au cours de la journée. Et donc là, je restructure l'alimentation avec elle. Je lui demande, est-ce que tu as envie quand même de manger le matin ou pas ? Est-ce que tu veux plutôt emporter avec toi quelque chose ? Et là, dans ce cas-là, je vais peut-être lui proposer une recette de barre de céréales. Et puis ensuite, le midi, j'essaye de lui proposer des recettes et des associations assez simples qu'elle peut emporter, comme des salades composées, des quiches qu'elle peut faire la veille et manger froid. Donc non, je m'adapte au patient et on trouve ensemble des alternatives pour qu'ensuite elle puisse maintenir cette alimentation sur le long terme. Ouais, parce que ce qui est intéressant avec cette personne, et moi c'est ce que je vois le plus souvent aussi, c'est que si elle se jette, en fait elle essaye de faire régime toute la journée, et puis après en fait son corps il a trop faim parce qu'il est en restriction, oui. Donc en fait elle se jette sur le frigo le soir justement parce qu'elle a trop faim, et puis en fait tous ces efforts de la journée où elle s'est dit je mange qu'une salade verte le midi avec rien, en fait ça lui dessert finalement. Et elle a crevé la dalle toute la journée et elle s'est sentie coupable en fin de journée. Et je pense que c'est un cercle vicieux, souvent qui est très répandu et qu'on entend souvent en fait, dans ce genre de... Et c'est complètement ça. Souvent, on me pose la question, mais Zoé, j'ai faim dans l'après-midi, je ne sais pas quoi manger et j'ai pas envie de manger parce que je sais que si je mange, je vais dépasser mon quota de calories.
et bien finalement, en fait, juste la question, c'est déjà pourquoi t'as faim dans l'après-midi ? Ouais. Déjà, pourquoi t'as faim dans l'après-midi ? Pourquoi t'as faim entre les repas ? Peut-être parce que tu couvres pas assez tes besoins le midi, le soir ou le matin. Peut-être que finalement tes repas ils n'étaient pas assez complets, peut-être qu'il manquait quelque chose, des féculents souvent, si on les enlève, forcément que le corps réclame après. Ou peut-être que tu es juste quelqu'un qui dépense beaucoup d'énergie, tu as des repas complets, mais tu as quand même faim dans l'après-midi. Mon cas, par exemple. T'as l'air speed, toi, Non, oui. Donc dans ce cas-là, tu te fais une collation équilibrée dans l'après-midi, tout simplement. Ouais, parce que c'est vrai que les collations, elles ont très mauvaise presse. Si on dit collation égale grignotage, et pas forcément, en fait, c'est ça que tu dis. Voilà. Que le grignotage, c'est différent. Parce que ça, c'est une autre problématique quand même. Parce que les gens qui sont au bureau, moi, je sais que quand je travaille de chez moi, ou que je suis toute la journée dans mon appartement, ça m'arrive de juste manger sans même m'en rendre compte parce que, je sais pas, je m'embêtais, j'étais stressée. Ça, c'est différent. Ça, c'est une autre problématique qu'il faut... Tout à fait. Il y a collation et grignotage. Souvent, quand on va grignoter, ça va souvent être des produits assez sucrés parce que notre corps n'est pas satisfait. En fait, voilà, c'est ça, encore une fois. Notre alimentation est déstructurée, donc le corps réclame du sucre entre les repas. Et finalement, si on restructure correctement l'alimentation et qu'on se fait un repas vraiment bien complet, protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux, matières grasses, calcium, etc., et qu'on a tout ce qu'il faut à chaque repas, le corps, il ne te réclamera rien dans l'après-midi. Ou alors, s'il te réclame quelque chose, c'est parce que tu en as besoin. Et dans ces cas-là, on essaye de se faire une collation équilibrée. Et dans ces cas-là, souvent, on n'a pas énormément envie de sucre par rapport à quelqu'un qui a très peu mangé le midi. Et là, forcément, s'il y a un Kinder ou je ne sais quoi dans un placard, on a envie de le prendre. Et puis il y a aussi l'histoire du sucre qui appelle le sucre, peut-être aussi, qu'on entend souvent sur les réseaux. Enfin, que si tu manges l'appétence au goût sucré. Ouais, que si tu manges plein de sucre, après, tu auras peut-être plus encore envie de manger du sucre. Si tu manges beaucoup de sucre, tu auras peut-être... Il y a le fameux pic de glycémie, là, dont on entend beaucoup parler. Puis après, tu as la retombée. Et donc, pour remonter ton pic de glucose, tu as besoin de sucre aussi, c'est ça ? Alors, en fait, c'est... Déjà, il y a l'appétence au goût sucré. Une personne qui a, par exemple, l'habitude de boire des boissons sucrées. En fait, elle a l'habitude d'apporter ce goût sucré dès qu'elle va boire quelque chose. Et le cerveau, du coup, il enregistre ça. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, cette appétence au goût sucré, à vouloir toujours reprendre du sucre parce que on a cette habitude. C'est qu'une question d'habitude à chaque fois. Ouais. Et donc, oui, c'est sûr que si tu as cette habitude-là, tu vas avoir tendance à reprendre du sucre encore et encore. C'est sûr que de l'eau plate classique, après, ça paraît fade. Mais en fait, c'est juste peut-être diminuer petit à petit. Souvent, c'est ce que je dis pour les personnes qui mettent du sucre dans leur café. Peut-être au début, au lieu de mettre un carré de sucre entier, on le coupe en 2. Puis petit à petit, on peut encore mettre un petit peu moins, puis après l'enlever complètement. Et finalement, on se rend compte que la plupart des patients qui ont fait ça, finalement, aujourd'hui, ne mettent plus de sucre dans leur café. Et aujourd'hui, même, le fait de mettre du sucre dans le café, ça paraît... c'est pas agréable, parce que du coup, il n'y a plus cette habitude. Ouais. Après, oui, il y a ce truc de pic de glycémie. Ça, souvent, c'est quand on va manger des produits très sucrés. Par exemple, dès le matin, quand on se réveille, forcément, ça va apporter de l'énergie tout de suite. C'est-à-dire que c'est un sucre qui va être absorbé rapidement au niveau de la barrière intestinale. Il n'y a pas de fibres alimentaires, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas d'autres nutriments qui font que, justement, la digestion va être un peu plus longue. Et du coup, forcément, on a un pic de glycémie, hop, on se sent bien, puis après, ça retombe, et le corps, il a besoin d'énergie. À ce moment-là, on n'en a pas. Donc, c'est pour ça que plus on a des repas complets, avec des produits bruts, le moins transformés possible, avec moins de sucre, on peut en avoir, bien sûr. C'est sûr qu'on n'a pas ces variations de glycémie. Ouais, mais ce qui est hyper intéressant, en fait, dans ton métier, et moi, ce qui m'intéresse le plus dans toute cette histoire, c'est finalement le changement d'habitude et comment on fait pour créer de nouvelles bonnes habitudes et pour changer des mauvaises habitudes. Parce que, comme tu disais, oui, si tu passes d'un café hyper sucré à un café avec 0 sucre, tu vas peut-être être motivé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Au 5e jour, peut-être que tu auras envie de mettre ton sucre et c'est hyper dur de tenir sur la durée. Donc, c'est toutes ces petites astuces-là qui sont... Je pense que c'est une question de volonté aussi à la base et surtout de compréhension. C'est-à-dire que si tu comprends pourquoi ce que tu fais peut être dangereux pour ta santé, du coup, tu as la volonté de vouloir changer et ensuite, tu trouves les astuces pour changer et il faut absolument que ce soit des astuces et des alternatives que tu sois capable de maintenir sur la durée.
Si c'est sûr que une personne qui veut perdre du poids, et elle se dit « Ah oui, je suis en surpoids, j'aimerais perdre un petit peu, j'enlève tous les féculents. Ah bah oui, je vais perdre du poids, là c'est sûr. » Mais que finalement, t'es pas capable de maintenir ça toute ta vie, ça ne sert absolument à rien. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est de tester aussi, d'apprendre à se connaître et à se dire, peut-être que ça peut passer, peut-être pas ça, et puis de tester et de trouver les bonnes alternatives. Ouais, non, c'est sûr. Et puis pour faire le parallèle avec le gluten. Parce que moi, c'est ce qui me... J'ai pas de problème de poids, par contre, j'ai un gros problème par rapport au gluten, puisque j'ai dû arrêter de manger du gluten du jour au lendemain. Et moi, ce qui m'attriste profondément, en fait, c'est que donc moi, j'ai arrêté du jour au lendemain, et puis j'étais tellement dégoûtée que j'ai plus jamais repris du gluten de manière volontaire. Après, il y a eu des erreurs involontaires, mais voilà, j'ai jamais remangé du pain, par exemple, depuis. Mais par message sur Instagram, je reçois tous les jours, mais vraiment hyper souvent, des messages de gens qui me disent « Moi aussi, j'ai la maladie cœliaque » ou « Moi aussi, je dois manger sans gluten, mais en fait, j'y arrive pas. » mais en fait, je suis mère de famille, je fais des pâtes pour mes enfants, puis après, ils n'ont pas terminé leur repas, et en fait, j'ai terminé leur plat de pâtes parce que ça me faisait de la peine de le jeter, et après, je me sens pas bien. Et à ces personnes-là, moi, je suis toujours démunie. Elles me demandent comment je dois faire, en fait. Et je suis hyper démunie parce que je me dis, moi, j'arrête parce que je sais que je dois arrêter, mais tu le sais aussi que tu dois arrêter, et pourtant, la motivation n'est pas assez forte pour que tu y arrives, malgré le fait que c'est une motivation qui est intrinsèque, puisque tu sais que c'est mauvais pour ta santé. Mais je pense que c'est des personnes qui ne savent pas finalement comment faire. Et du coup, forcément, on se retrouve à être perdu et à pas savoir quoi choisir, pas savoir quoi manger, parce qu'on a l'impression que du gluten, il y en a partout. Et oui, il y en a dans beaucoup de choses. Mais il y a aussi plein d'aliments qui n'ont pas de gluten et qu'on peut introduire dans son alimentation. Et on peut aussi facilement décliner des recettes et remplacer des pâtes par des aliments qui ne contiennent pas de gluten. Et ça, c'est possible. Maintenant, moi, ce que je pourrais dire justement pour ces personnes-là qui sont perdues, c'est déjà de faire la liste et de vraiment se renseigner sur quel aliment contient du gluten, quels sont les aliments qui n'en contiennent pas, et justement mettre de côté les aliments qui contiennent du gluten et privilégier tous ceux qui n'en ont pas. Je sais pas moi, un gratin de pâtes, plutôt que de mettre des pâtes, on peut faire avec d'autres céréales telles que du quinoa, du riz, on peut faire des gratins de pommes de terre, de patates douces. Il y a plein d'aliments qui ne contiennent pas de gluten. Et souvent on se dit ah mais oui, mais je n'y avais même pas pensé en fait. Et finalement c'est pas si compliqué que ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, c'est enlever cette idée de restriction. Quand on mange sans gluten, il y a le mot « sans » qui fait très peur. Et on se dit, en fait, je dois tout enlever. Et on a cette frustration qui vient avec la restriction qui se dit, en fait, je peux plus manger de gratin de pâtes, je peux plus manger de pizza, je peux plus manger de pain. Et en fait, c'est ça qui fait craquer. C'est comme, pour moi, quand tu disais les personnes qui mangent de la salade verte toute la journée, puis après qui ont très faim et qui mangent un Kinder le soir. Pour moi, c'est le même type de restriction, en fait, et c'est le même type de frustration qui font que on peut craquer parce qu'on n'a pas de réponse à nos questions et puis parce qu'on n'a pas mis en place les bonnes habitudes. Tout à fait, je comprends. C'est comme quelqu'un où je lui dis tu ne peux pas manger de chocolat. Mais finalement, dans sa tête, ça va résonner. C'est ça. Et c'est un petit peu la petite porte ou la barrière de l'interdit où tu dis à ton enfant, n'y va pas. Lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire ? D'ouvrir cette porte et d'aller voir derrière. Là, c'est exactement la même chose quand on dit psychologiquement sans gluten ou sans sucre. Justement, on se dit, ah bon, du coup, je peux plus en manger, c'est plus possible. Ah mais non, mais j'en ai envie, etc. Maintenant, là, le sans gluten, voilà, comme j'ai dit, il y a plein d'aliments qui n'en contiennent pas. Maintenant, il existe aujourd'hui des pâtes sans gluten, du pain sans gluten. On peut faire notre pâte à pizza sans gluten. C'est juste qu'au lieu de mettre de la farine de blé, on peut mettre de la farine de sarrasin. On peut la faire à la maïzena. En fait, il faut juste trouver les alternatives et se dire, bon, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de manger ? J'ai envie de manger une pizza. Bon, comment je peux faire ? Se poser les bonnes questions. Ouais, mais c'est ça qui est aussi hyper intéressant parce qu'en fait, la plupart des gens, je pense, ne savent même pas se poser ces questions-là. En fait, être à l'écoute de son corps aussi, c'est hyper compliqué. C'est vraiment un travail qu'il faut faire parce qu'il faut apprendre déjà à l'écouter. Parce que il faut revenir à ça parce qu'il y a tellement d'injonctions et tellement de trucs et quand on rajoute ce type de régime de restriction, on te dit, là, tu manges plus ça. Tout ce que tu as envie, en fait, c'est de manger ça, mais tu n'as même pas vraiment écouté... Qu'est-ce que tu avais envie de base ? Et justement, ça revient beaucoup aussi au cours de mes consultations. C'est que j'ai plein de patients et je leur dis finalement, en fait, quand on a envie, dans le cadre de la perte de poids, parce que c'est ce qui revient le plus souvent, je leur dis, mais en fait, faut pas se dire
qu'est-ce qu'il faut que je mange là, qu'est-ce que j'ai dans les placards. Alors, ok, il faut que je perde du poids, donc qu'est-ce que je vais me faire à manger pour perdre du poids? Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut se poser les questions. C'est plutôt, aujourd'hui, ce soir-là, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Ok, j'ai envie d'un gratin de pâtes au fromage. Bon, maintenant, comment je peux l'équilibrer? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Qu'est-ce qu'il va me manquer pour équilibrer ce repas? Et du coup, finalement, tu te retrouves à manger quelque chose que tu avais envie de manger, que tu aimes. C'est juste que, voilà, il faut peut-être rajouter une petite source de protéines, une source de légumes, donc on peut se faire des crudités à côté. Et finalement, tu te retrouves toujours avec ton gratin de pâtes, mais équilibré. C'est hyper intéressant. J'aime bien cette idée d'ajouter. Et c'est effectivement aussi la philosophie que j'ai adoptée et qui m'a beaucoup aidée au début, de me dire, ok, j'enlève le gluten, oui, parce que ça, je suis obligée, mais on va le repenser différemment. En fait, qu'est-ce que j'ajoute dans mon alimentation? Et aujourd'hui, je suis quasiment certaine que je mange en fait plus varié que la majorité des gens qui mangent du blé, parce qu'en fait, j'ai trouvé toutes sortes d'alternatives et j'ai ajouté des ingrédients au lieu de me dire que j'en enlevais. Et c'est ça qui est génial finalement et qui aide sur la durée. Exactement. Clairement. Et ce régime sans gluten, dans mon cas, j'ai la maladie cœliaque, donc c'est une maladie qui est auto-immune et qui fait que si je mange du gluten, ça détruit mes intestins. Mais c'est pas du tout la majorité des gens qui me suivent sur les réseaux, en fait. C'est représentatif de peut-être, c'est très dur à dire, mais je pense 10-20% des gens qui me suivent ont la maladie cœliaque. Et tout le reste sont intéressés par le sans gluten pour plein d'autres raisons. Est-ce que tu as des idées de ces raisons? Enfin, pourquoi est-ce qu'il faudrait arrêter de manger du gluten? Quelles sont les bonnes raisons d'arrêter? Quelles sont les moins bonnes raisons d'arrêter? Est-ce qu'on peut réduire sans arrêter? Il y a trop de questions. Ouais, alors en fait, c'est ça qui est assez problématique, j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop ce mot. C'est surtout que ça a été longtemps une mode, le sans gluten, et ça l'est encore aujourd'hui, je trouve. Que même j'ai entendu dire que le gluten, ça faisait grossir, que le gluten, fallait l'éviter, surtout si tu veux perdre du poids, que le gluten, c'est mauvais, ça te fait des trous dans ton intestin, que le gluten... Finalement, on a dénigré le gluten, alors que finalement, le gluten, juste reprenons les bases. Qu'est-ce que c'est? Le gluten, c'est juste un groupe de protéines qu'on retrouve dans les aliments. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure, mais pour les personnes qui ne savent pas trop dans quoi on retrouve le gluten, moi, je pense toujours au mot sabot, S-A-B-O, seigle, avoine, blé, orge. C'est dans ces aliments principalement qu'on retrouve le gluten. Bon, voilà, c'est une protéine qu'on retrouve dans ces aliments-là. Souvent, on se pose la question, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi? Ça peut être dû à plein de choses, comme le gluten, mais aussi pour plein d'autres raisons. Et peut-être que le gluten n'y est pour rien. Il y a ce truc aussi de, comme ça a été une mode pendant longtemps, il suffit qu'on ait un petit ballonnement, des gaz, quelques nausées, je ne sais quoi, mais on va se dire, c'est le gluten. Ah oui, forcément, on l'a tellement entendu que forcément tout de suite ça rentre dans la tête. Aussi, il y a une étude qui est très intéressante que j'ai vue. D'ailleurs, c'est le compte que j'aime beaucoup, c'est Violette Diète qui en a parlé sur son compte je connais Insta. Pas, j'irai voir. Et qui met en avant plein d'études super intéressantes. Et justement, en fait, ils ont fait manger du gluten à plusieurs populations, groupes de populations, des personnes qui étaient au courant de manger du gluten, des personnes qui n'étaient pas au courant de manger du gluten et qui en ont mangé quand même. Enfin, on a fait manger du gluten à leur insu. Des personnes qui n'en ont pas du tout mangé et qui savaient qu'ils n'en mangeaient pas. Et puis, et finalement, on a fait cette étude-là et on se rend compte que les personnes qui s'attendent à manger du gluten, même sans en manger, ont finalement des symptômes similaires à des personnes qui en mangent vraiment. Donc on se rend compte qu'il y a aussi cet effet placebo et cet effet de mode où on dénigre tellement le gluten que psychologiquement, on a l'impression que ça nous fait des effets, alors que pas forcément. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, mais ça, c'est l'effet... nocebo. Placebo, c'est quand c'est dans le bon sens, mais nocebo, voilà, tout à fait. C'est l'effet nocebo. Tout à fait. Et effectivement, moi, je pense que j'en souffre aussi, tu vois, parce que, en fait, je me dis parfois, je suis tellement stressée, en fait, de manger du gluten quand je vais au restaurant, quand je vais chez des amis, qu'il y a une miette, qu'il y a un truc et tout, que parfois, en fait, je pense que c'est le stress qui génère des symptômes. Et je trouve qu'en fait, la santé mentale et dire que c'est dans ta tête, ça a très mauvaise presse aussi, de dire que en fait, non, t'as pas mal au ventre, c'est dans ta tête. Je dis, en fait, oui, j'ai mal au ventre, alors c'est peut-être dans ma tête la cause, mais tout, en fait, l'intestin et le cerveau, c'est relié. Donc le fait que je suis stressée et le fait que y a cet effet nocebo et que j'ai peur dans ma tête, ça me fait mal au ventre, et ça n'enlève pas mon mal au ventre. Voilà. Et par contre, la cause, c'est peut-être pas le gluten dans ce cas-là. Voilà. Et c'est hyper intéressant et ça aussi, dans mon cas, c'est un truc sur lequel je dois vraiment travailler parce que parfois, oui, je me dis tellement, il y aura du gluten dans ce restaurant, il y aura du gluten, il y a eu du gluten, que je vais être malade alors que non. Et donc, c'est un truc à gérer aussi de mon côté. Et pour les personnes qui ne sont pas intolérantes au gluten, encore plus. Tout à fait. Et en fait aussi, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que le gluten, à la base,
c'est pas méchant. C'est-à-dire qu'on est capable de le digérer. Ouais. C'est une protéine en fait. Oui, c'est une protéine, c'est comme le lactose. Souvent aussi, on dénigre beaucoup le lactose, mais à la base, reprenons les bases, on est capable de digérer ça. C'est que oui, nous sommes tous différents, mais ce qui est présent chez quelqu'un n'est pas forcément présent chez toi. Ça pareil, il faut faire la différence. Le gluten, à la base, il y a des personnes qui sont capables de le digérer, c'est pas du tout mauvais, ça fait pas du tout grossir. À aucun moment, pour les personnes qui le digèrent comme moi, tous les jours je peux manger des pâtes, à aucun moment je vais avoir des douleurs. Très bien, ça me fait absolument pas des trous dans les intestins comme on pourrait l'entendre. Par contre, oui, il y a des personnes, malheureusement, comme ton cas, qui ont la maladie cœliaque, avec une intolérance au gluten. Dans ces cas-là, en fait, plus on va avoir des symptômes, il faut dans ces cas-là, justement, aller consulter, aller voir un médecin, faire des tests. Et surtout aussi, ce que je préconise, c'est que dans ces cas-là, on peut juste faire un test sur une semaine, de ne pas manger du tout de gluten et de voir si les symptômes sont quand même présents. Ouais. Après, ce qui est tricky avec ça, c'est que chez les personnes qui arrêtent de manger du gluten de leur propre gré pendant une semaine, puis elles se sentent mieux, en fait, elles n'ont pas envie de le reprendre. Et pour faire les tests de la maladie cœliaque, en fait, il faut manger du gluten parce que sinon, le test ne va pas être concluant. Et donc, c'est toujours un peu compliqué parce que, oui, tu as envie de mettre des choses en place tout de suite pour voir, mais en même temps... tu peux pas, parce que si tu veux savoir si tu as la maladie cœliaque, en fait, tu dois continuer à manger du gluten. Donc, il y a la prise de sang pour la maladie cœliaque. Et si tu n'as pas la maladie cœliaque, en fait, je pense qu'il y a l'allergie au blé. Et sinon, c'est une hypersensibilité au gluten. Et en fait, il n'y a pas vraiment de traitement à part manger sans gluten, réduire sa consommation. Et puis, il n'y a pas de test non plus. En fait, c'est ça, c'est ce que tu disais. À ce moment-là, il faut juste arrêter et voir si vraiment tu te sens mieux ou non. Pareil, il y a aussi le truc nocebo où tu te dis j'en mange plus et du coup, ça peut tout de suite aussi aller mieux psychologiquement parce qu'on se dit dans sa tête qu'on n'en mange plus. Ouais. Mais c'est très complexe et je pense qu'il n'y a pas assez d'accompagnement encore aujourd'hui sur ça. Ouais. Et mais voilà, s'il y a des choses qu'on doit retenir sur ça, c'est déjà comprendre où est présent le gluten, bannir le fait que c'est absolument... le gluten n'est pas mauvais pour la santé. Oui, il y a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres. Pareil, il y a différents niveaux de sensibilité. Et que l'idée, après, c'est de pouvoir se faire accompagner. Ouais, clairement. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de test d'allergie. Parce qu'il y a des tests d'allergie à proprement parler. Pour le gluten, il n'y en a pas. En fait, parce qu'en pharmacie, on peut voir toutes sortes de choses. Mais ça aussi, je ne sais pas si toi, tu sais. Mais moi, je reçois plein de questions de personnes qui me disent « Oui, j'ai vu ce test en pharmacie. Ça permet de dire si oui ou non on peut digérer le gluten. » Honnêtement, ça, je ne sais pas. Ouais. C'est compliqué. C'est très complexe, c'est compliqué et... Moi, je dis toujours, ça ne marche pas pour la maladie cœliaque. Pour le reste, à prendre avec des pincettes. Parce que c'est vrai exactement. Voilà. On ne sait pas trop. Et tout ce qui est complément alimentaire pour digérer le gluten, ça aussi pareil. Pour la maladie cœliaque, je sais que ça ne marche pas. Après, pour le reste, je sais que pour le lactose, ça fonctionne. Il y a plein de... Ou pas. Alors, ça peut fonctionner pour certaines personnes, comme absolument pas pour d'autres. Ça, c'est pareil aussi à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que si tu n'es plus capable de digérer le lactose, dans ce cas-là, tu évites peut-être d'en consommer. Et aujourd'hui, il existe pareil des alternatives pour éviter de manger du lactose. C'est pareil. Et je pense que c'est peut-être la meilleure idée plutôt que de quand même consommer du lactose et de prendre les enzymes qui digèrent le lactose. Après, voilà, si ça fonctionne pour certaines personnes, pourquoi pas. Là, c'est pareil, à prendre avec des pincettes. En cas de besoin extrême, voilà, tout à fait. De bêtises. Je ne sais pas si ça fonctionne après. Je ne sais pas s'il faut prendre les enzymes avant et puis après que... Ah ça dépend justement combien de temps après. Si c'est trop longtemps après, non, parce que la digestion est commencée et l'absorption est commencée. Ok. Il faut prendre directement après, alors j'imagine peut-être quand c'est encore dans l'estomac, c'est ça ? Tout à fait, il ne faut pas que ça descende. Une fois que c'est arrivé au niveau de l'intestin grêle, forcément, l'absorption va commencer et là, c'est trop tard, oui. Bon, pour terminer sur ce gluten et sur ce qui peut être mal encadré aussi, je pense que c'est important de rappeler que donc, oui, certaines personnes sont intolérantes au gluten, non, certaines personnes ne le sont pas, et changer des pâtes classiques par des pâtes sans gluten ou bien des gâteaux classiques par des gâteaux sans gluten, c'est pas forcément plus sain, voire le contraire en fait. Parce que dans les gâteaux sans gluten, il peut y avoir toutes sortes d'additifs qui sont là pour rappeler cette texture. Parce que le gluten, faut pas oublier, en fait, c'est la protéine qui donne la texture moelleuse au gâteau qui fait tenir le tout ensemble. En fait, si on l'enlève, il faut le remplacer par d'autres choses. Ces autres choses sont pas forcément toujours bonnes pour la santé non plus.
Donc il y a... Le seul avantage de remplacer un produit avec gluten par un produit sans gluten, le seul avantage que va avoir une personne, c'est uniquement si cette personne est intolérante ou allergique au gluten ou a une sensibilité au gluten. Si la personne, dans ma situation par exemple, n'a aucun de ces cas-là, je n'ai aucun intérêt de prendre du sans gluten. Ok. Et que oui, du coup, je vais m'orienter vers des produits qui sont malheureusement plus chers, qui sont, oui, forcément, sûrement avec plus d'additifs, de conservateurs ou même de sucre parce que, voilà, faut compenser. Voilà, donc en fait, pour des personnes qui n'ont pas d'intérêt de consommer du sans gluten, ne prenez pas du sans gluten, ça ne sert à rien. Après, le seul intérêt, c'est quand on cuisine soi-même, parce qu'alors on découvre toutes sortes de farines et toutes sortes d'autres produits. Sûr. Dans ce cas-là, moi je parle pour les produits industriels. Oui. Voilà, les produits industriels, les produits ultra transformés. Par contre, voilà, si après ça peut aussi être une contrainte pour certaines personnes de cuisiner sans gluten, parce que forcément, faut se poser les bonnes questions, faut se faire les listes, etc. Pareil, si la personne elle digère correctement le gluten, je vois pas l'intérêt de supprimer les pâtes, le pain, etc. Sauf si après c'est une volonté et ça, je respecte. Pas de souci. Puis après, il y a aussi tout ce qui est la fermentation. Oui. Et il y a souvent des amalgames qui disent que parce que le pain a été fermenté, il n'y a plus de gluten dedans. Ça marche pas comme ça, le gluten ne disparaît pas. Par contre, c'est vrai qu'il est prédigéré par les enzymes. Et donc, ce qui fait que ça peut aider certaines personnes qui sont juste sensibles à mieux le digérer. Mais par contre, pour les personnes cœliaques, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas manger du pain au levain qui contient du gluten, même s'il contient aussi du levain. Voilà. Et justement, moi j'ai une petite question pour toi. Justement, le lactose, toi? Moi, je mange du lactose. Voilà. Mais en fait, c'est oui et non. Parce qu'en fait, au début de mon régime sans gluten, comme mon intestin était complètement détruit, en fait, il y avait plein de trucs que je digérais plus. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de ton intestin aussi, c'est là qu'est produit la lactase, l'enzyme qui digère le lactose. Donc au début, quand ton intestin justement est détruit à cause du gluten, la lactase n'est pas produite. Donc là aussi, du coup, on ne digère plus le lactose. Et dès que ton intestin va mieux, si tu ne manges plus de gluten, après, normalement, tu reproduis la lactase et c'est OK pour digérer le lactose. Exactement. Et donc, il y avait plein d'aliments qui sont plus compliqués à digérer, notamment dans tout ce qui est FODMAP. Donc, il y avait l'oignon, l'ail, le lactose, le gluten. Tout ça, j'ai mis du temps à pouvoir redigérer, mais aujourd'hui, non, je mange de tout. Enfin, pas de gluten, mais tout le reste, j'ai aucun souci avec ça. Donc voilà, donc je suis très contente de pouvoir boire du lait. Après, je ne fais pas le choix. Aujourd'hui, je bois plus un verre de lait parce que j'ai perdu l'habitude en fait quand j'ai arrêté. Sûr. Mais du fromage, mettre du lait dans mes préparations, de la crème dans ma soupe, il n'y a aucun souci avec ça. En fait, c'est ça que je vois aussi souvent, c'est des personnes qui décident elles-mêmes de se mettre au régime elles-mêmes parce qu'elles ont mal au ventre ou parce que pour toutes sortes de raisons, mais sans être suivies. Et donc, en fait, elles arrêtent de manger toutes sortes de choses, dont le gluten, le lactose et puis tout ce qui est FODMAP, donc l'ail, l'oignon, toutes sortes de fruits, légumes. Voilà, et puis après, souvent, elles sont un peu végétariennes aussi, donc elles arrêtent de manger de la viande. Et puis après, on peut tomber dans un cercle où ça devient en fait dangereux parce que pour se faire du bien, finalement, on se fait beaucoup plus de mal parce que mentalement, déjà, c'est compliqué à gérer tout ça, toutes ces restrictions. Et puis physiquement, en fait, ton corps, il a besoin de toutes sortes de choses. Donc, puis avec les réseaux sociaux, on voit tellement de choses, tellement de aussi, je vois des vidéos de personnes ou de soi-disant coach en nutrition. Je mets ça comme ça parce que c'est vrai que ça m'énerve quand je vois des bêtises qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'alimentation, qui ne connaissent finalement rien sur ces domaines-là et qui vont écouter ces personnes-là parce qu'elles se disent « Ah oui, en fait, du coup, il faut que je fasse comme ça, comme ci ». Et finalement, elles se retrouvent à faire des erreurs ou des bêtises. Et du coup, finalement, ça a des conséquences ensuite sur leur santé mentale. Et on se retrouve à supprimer plein de choses. Et on se retrouve à plus savoir quoi manger. Puis à côté, il y a une autre vidéo où quelqu'un qui dit l'inverse. Et du coup, finalement, on écoute qui ? Et moi, des fois, ça me fait de la peine pour les personnes qui sont perdues et qui cherchent juste des infos et de l'aide et qui ne savent même plus qui écouter, quoi. Ouais, parce qu'il faut consulter qui dans ce genre de cas, parce que ça aussi, j'ai mal au ventre, ok ? Je vais voir mon médecin me dit t'as rien, t'as pas la maladie cœliaque, t'as rien, on voit rien dans ta prise de sang, tout est ok. Ça n'enlève pas le fait qu'en fait j'ai mal au ventre. Oui. Donc là, je fais quoi ? C'est ça Les gens sont démunis. Oui, exactement. Les gens sont démunis et
J'ai envie de dire, faut tomber sur le bon professionnel de santé. Ouais. Et par professionnel de santé, tu veux dire qui? Donc il y a les diététiciens. Alors je parle de médecins, je parle, oui, dans notre situation, les diététiciens. Je parle aussi de voir des kinés, de voir plein de professionnels de santé ou des personnes qui sont qualifiées dans le domaine concerné, qui vont pouvoir t'aider et t'apporter de réelles réponses. Ouais. Maintenant, il faut aussi faire le tri sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est important. Par exemple, quand on voit une vidéo de quelqu'un qui indique quelque chose, qui nous informe sur quelque chose, d'aller voir le profil, d'essayer de se renseigner sur la formation que la personne a suivie et de se dire « Ok, bon, elle, je vois pas trop quel diplôme elle a, je suis pas hyper sûre, après j'essaye de regarder, de me renseigner. Maintenant, c'est pas parce qu'elle a pas de diplôme qu'elle raconte des bêtises, ça c'est pareil, attention. Mais peut-être aussi si on tombe sur un profil de quelqu'un qui est diplômé médecin, qui est diplômé diététicien, qui est diplômé kiné, qui est diplômé... Ok, peut-être du coup ça apporte plus de crédibilité, mais c'est pareil, il y a du bon et du mauvais dans n'importe quelle profession, donc même si une personne est diplômée, c'est pareil, aussi il faut se tenir informé et on peut aussi raconter des bêtises sans forcément le vouloir. Après justement dans la lecture des étiquettes, ce qu'il faut c'est essayer d'avoir des listes d'ingrédients courtes, et surtout quand on lit les ingrédients, si on commence à voir des mots qu'on ne connaît pas, c'est peut-être un petit peu problématique. Ouais. Si c'est que des aliments qu'on connaît et qu'il n'y en a pas beaucoup, là oui c'est ok. Il faut savoir aussi que les ingrédients ils sont classés du plus présent au moins présent. Ouais, ça c'est vrai que c'est une information que et ça c'est important. Si le premier ingrédient c'est le sucre, ça veut dire que il y a beaucoup de sucre. L'ingrédient principal du produit c'est le sucre. Ouais. Voilà, donc c'est pareil, ça c'est important. Ouais. Beaucoup d'informations, pas faciles, et puis beaucoup de pathologies différentes qui aujourd'hui n'ont pas forcément de diagnostic et qui sont moins légitimes, entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on n'a pas de diagnostic, on peut peut-être penser que c'est dans sa tête de nouveau, et ça a tellement mauvaise presse que déjà de 1, c'est peut-être dans sa tête et c'est ok. On a peut-être vraiment mal et c'est peut-être à cause du fait que c'est dans ta tête, et puis peut-être que c'est pas dans ta tête, que tu as vraiment mal. Quelque chose. Et dans ce cas-là, trouver... revenir à la source du problème, ça peut... Et ça peut être le gluten, ça peut être le lactose, ça peut être comme juste les hormones, ça peut être le stress. J'avais juste encore quelques questions, parce que donc là, on s'est dit, ok, chacun est différent. Si je digère le gluten, j'en mange. Si je digère pas le gluten, j'en mange pas. Et moi, ma question, c'est, ok, donc chacun est différent, oui, mais est-ce que les différences varient aussi, donc là c'est interpersonnel, mais est-ce que intrapersonnellement, donc est-ce que au cours de l'année, tout au long de l'année, est-ce que mes besoins vont varier dépendant, je sais pas moi, des saisons, de mon cycle menstruel, est-ce que c'est normal d'avoir plus envie de manger certaines choses à certains moments, moins envie à certains moments, plus faim, moins faim? Parce que souvent quand on suit un régime, on a, je sais pas, matin, midi, soir, ce qu'on doit manger. Et puis après, dès qu'on a plus faim, à un moment, on se dit « Oh, non, mais j'ai plus faim, comment ça se fait ?» Enfin, c'est pas normal, voilà. Oui, c'est complètement normal, évidemment. Ok. Notre corps, en plus, fluctue, on change, évidemment, oui. Déjà, en fonction des saisons, l'été, souvent, on mange un peu moins parce qu'il fait plus chaud, on a envie de plus de fraîcheur, on s'oriente plus vers des fruits et légumes. Et puis l'hiver, il fait froid, donc forcément, nos besoins augmentent légèrement, donc on a tendance à manger un peu plus. Donc déjà, rien que ça, ça va varier. Après aussi, par exemple, quand j'ai fait mon marathon, mes besoins ont changé, parce que j'ai eu besoin de plus d'énergie. Donc, dans des situations où on va se donner des objectifs, où on va changer notre activité physique, où on va changer de métier, nos besoins vont changer. Donc souvent, oui, on peut être amené à manger plus ou à manger moins. Par exemple, pendant les cycles menstruels, les besoins ne vont pas forcément changer. D'accord ? C'est juste, par contre, on va avoir des envies liées aux hormones, donc on va peut-être avoir envie de plus de sucre, avoir envie de manger un petit peu plus. On peut se sentir fatigué, évidemment, mais en soi, ça reste sur une courte période, donc là, les besoins ne vont pas réellement changer. L'idée, c'est de garder une alimentation équilibrée et puis se faire plaisir si on a envie de se faire plaisir, et que c'est pas parce qu'on va manger un petit peu plus de sucre sur 2-3 jours que ça va changer grand-chose. Ouais. Okay ? Parce que quand on n'écoute pas son corps et quand on a très envie de sucre et qu'on
n'en mange pas, ce qui se passe souvent, c'est qu'alors quoi, on va manger une galette de riz, puis on va en manger 2, puis on va peut-être manger le paquet de galettes de riz, puis après finalement, on va se dire ok non, je vais manger une pomme, et puis après finalement, on va se ruer sur le paquet de gâteaux, et on va aussi manger le paquet de gâteaux. La restriction, c'est absolument pas la solution. Ouais. Et au contraire, vaut mieux finalement manger ce petit gâteau au chocolat qui te fait envie, plutôt que d'attendre, et de se retrouver à en manger 5. Ouais. Okay, et en plus, c'est pas bon rien que pour la santé mentale, en fait. Aucun aliment n'est à supprimer. Aucun aliment n'est mauvais ou meilleur qu'un autre. C'est juste une question de quantité, de fréquence, de combien de fois tu vas en manger, et puis surtout sur le long terme. Souvent, je dis, quand on part en vacances, on fait plein d'écarts parce que voilà, c'est les vacances, on va au restaurant, on peut manger une glace, on peut manger un beignet. Mais en fait, oui, ça va faire pas mal d'écart finalement sur une semaine. Mais si on prend cette semaine-là d'écart sur 1 an d'équilibre, c'est rien. Ouais. C'est rien. Voilà. Et ça, c'est pareil sur une journée. Petit carreau de chocolat sur une journée d'équilibre, c'est rien. 1 ou 2 écarts dans une semaine, sur une semaine d'équilibre, c'est rien. Et c'est ça qui est important. Ouais. Oui, c'est ça, c'est les fameux régimes 80%, 20%. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, à 80... En fait, c'est une image, je pense, mais c'est juste se dire que 80% du temps, je vais manger bien avec un bon équilibre, et puis 20% du temps, si j'ai envie de manger n'importe quoi, c'est pas très grave. C'est une question... Non, c'est pas grave du tout, c'est une question de fréquence, en fait. Ouais. Et que le corps, c'est une belle machine qui se régule toute seule. Ouais. Et c'est ça, faut jamais l'oublier. Le foutu pour foutu, ça veut rien dire. Ouais. Le corps, le métabolisme ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, l'idée, c'est d'apporter le bon équilibre et surtout de comprendre que, en fonction de ce que tu veux manger, tu peux tout équilibrer. En fait, si tu as envie de manger une pizza et que tu décides d'équilibrer ta pizza, de la faire maison avec une pâte, basse tomate, jambon champignon, un peu de mozza et une salade verte à côté. Finalement, on a tous les groupes alimentaires. On a des glucides avec la pâte à pizza, on a des protéines avec le jambon, un peu de légumes avec les champignons et puis la salade à côté. L'idée ensuite, c'est d'écouter ces sensations de faim et de satiété et de s'arrêter quand on n'a plus faim. En fait, on se retrouve à manger une pizza équilibrée. Et si on réfléchit comme ça, avec le burger frites, on peut faire pareil. Et on se rend compte qu'on peut manger de tout. Ouais, c'est ça. En fait, tout est question de savoir s'écouter de nouveau, comme on disait au début. En fait, c'est les sensations, se poser les bonnes questions et écouter les sensations de faim et de satiété qui sont pas forcément faciles à entendre, en fait. Oui. Parce que il faut se poser la question pendant qu'on mange, et parfois si on mange devant une série ou bien on s'écoute pas. On s'écoute pas en fait. Donc c'est vraiment revenir à soi et réussir 5 sens. De se faire une belle assiette colorée, de sentir, pourquoi pas toucher si c'est quelque chose que tu peux manger à la main, qui croustille, puis le goût évidemment. Voilà, de se reconnecter en fait avec son corps, puis d'essayer de manger lentement aussi, minimum 20 minutes, puis d'éviter au maximum les écrans, le téléphone, et de se concentrer sur ce qu'on mange, et surtout de prendre plaisir. Ouais. Absolument. Même si t'as peur de culpabiliser parce que t'es au restaurant avec des copines et que tu te dis « Oh non, mais pourquoi j'ai commandé ça ?» Mais non, profite, juste prends plaisir, parce que justement, c'est en prenant plaisir à manger cette pizza 4 fromages que t'as commandée au restaurant que après tu n'en auras pas spécialement re-envie, que tu n'auras pas forcément encore envie de faire un écart, parce que tu auras pris plaisir et que tu auras satisfait finalement ton cerveau avec ce plaisir-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu prends pas plaisir, non seulement t'as mangé la pizza à 4 fromages, en plus de ça, t'as culpabilisé, et en plus de ça, il va falloir que t'en remanges une autre pour prendre plaisir la prochaine fois, quoi. Donc c'est vraiment inutile. Enfin, c'est ça. Et puis après, les personnes qui se pèsent tous les jours, est-ce que c'est vraiment utile de se peser vraiment tous les matins après avoir mangé une pizza avec 4 fromages, par exemple? Alors c'est complètement inutile, sauf si tu veux savoir combien d'eau t'as pris ou t'as perdu en l'espace de 24 heures. Non, ça sert à rien, parce que pareil, le corps bouge, donc forcément on a des variations de poids, ça c'est complètement normal, parce qu'on va prendre un petit peu d'eau, en perdre, en fonction pareil des hormones, en fonction de s'il fait chaud, si on gonfle ou pas, si on fait un peu plus de rétention d'eau, si on a mangé un petit peu plus salé ou sucré, dans ce cas-là on fait un petit peu plus de rétention d'eau. Donc forcément, oui, il y a des variations de poids sur la balance. Mais c'est de l'eau, d'accord ? Et puis on prend en l'espace de 24 heures, le corps n'est absolument incapable
de stocker du gras ou de prendre du muscle ou de perdre du gras ou de perdre du muscle. C'est pas possible. Physiologiquement parlant, c'est impossible. Donc l'idée, c'est de se peser grand maximum 1 fois par semaine. Si on a envie d'avoir une idée, moi ce que je conseille, c'est 1 ou 2 fois par mois, ça suffit largement. Et l'idée, c'est aussi de mettre un petit peu cette balance sur le côté, parce que se peser tous les jours aussi, au-delà d'avoir ce chiffre, tout ça, juste psychologiquement. C'est horrible, tous les matins, tu as un chiffre et tu te dis, oh là là, plus de 100 grammes, qu'est-ce que j'ai mangé ? C'est rien. C'est normal, c'est complètement normal. Ouais. Moi, si je me pèse tous les jours, tous les jours, je vais avoir plus de 100, plus 300, moins 500, moins 300. C'est normal. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'attache trop à un chiffre. Mais quand j'étais maîtresse à l'école, j'étais complètement contre les notes. Parce que moi, j'avais des petits en plus. Et pour moi, je fais un peu le parallèle aussi. Parce qu'en fait, je disais aux parents, mais en fait, ça ne sert à rien. Je vais lui mettre 8 sur 20, 12 sur 20, 15 sur 20. En fait, déjà, ça ne veut rien dire. Pour cet élève-là, et en fait, il faut s'attarder sur les erreurs ou bien ce qu'on a bien fait, mais la note en soi n'a pas tellement d'importance, et surtout pas tous les jours, pas à chaque fois qu'on fait un exercice. Enfin, c'est horrible, c'est comme si à chaque fois que tu fais quelque chose, on va te noter. Non, en fait, t'es en constante évolution. Parfois, tu fais mieux, parfois, tu fais moins bien, et ça sert à rien que quelqu'un vienne te taper sur la tête en te disant là, c'est 12, là, c'est 18, là, c'est 12, là, c'est 8. Enfin, ça... Exactement. Et pour moi, c'est pareil, en fait, mettre un nombre sur quelque chose comme ça, c'est hyper arbitraire. Et enfin, ça sert à rien parce que c'est pas aussi rationnel que ça, et le corps est en mouvement et on peut pas mettre un chiffre sur quelque chose qui est en mouvement constant, en fait. Tout à fait, c'est comme compter ses calories. Ouais. Pareil. En fait, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, ouais. C'est que des choses qui ne sont pas viables sur le long terme. À savoir qu'il faut toujours aussi se poser cette question, c'est tout ce que tu mets en place. Mais pas forcément que l'alimentation, mais de manière générale, tout ce que tu mets en place, se poser la question, est-ce que ce que tu fais là, tu es capable de le maintenir toute ta vie ? Si la réponse c'est non, c'est que ça ne te convient pas. Donc dans ces cas-là, il faut peut-être changer. Voilà. Et ça, c'est important. Compter ses calories constamment, je l'ai fait moi, avant d'être diététicienne. Ah oui, j'ai été touchée par les TCA, je l'ai fait, je comptais mes calories, je me pesais tous les jours. Et en fait, je me suis dit, ok, au bout d'un moment, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et c'est là aussi que je me suis lancée dans le métier de diététicienne en parallèle. Et en fin de compte, c'est en apprenant au cours de mes études, j'ai compris en fait comment le corps fonctionne, et que tout ça, ça ne sert absolument à rien à part nous faire du mal, et qu'on peut très bien manger équilibré sans compter ses calories, et qu'on peut très bien perdre du poids sans forcément se peser, et que finalement on peut faire les choses de manière beaucoup plus saine et viable sur le long terme. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est les troubles du comportement alimentaire qui t'ont mené vers oui, pas que, mais t'as voulu comprendre en fait. En fait, c'est ça, c'est que prendre soin de toi. En fait, c'est que quand tu m'as posé la question de savoir pourquoi t'es devenue diététicienne, en fait, quand j'ai voulu devenir diététicienne, j'étais pas encore consciente que j'étais touchée par les TCA. Donc en fait, c'est pas les TCA qui m'ont fait aller dans ce domaine-là, mais c'est quand j'ai fait mes études, c'est là que j'ai réalisé, en fait, j'étais vraiment touchée par les TCA. Et finalement, j'ai bien fait d'aller dans ce domaine-là, parce que la clé, c'est de comprendre, de apprendre et d'avoir les bonnes connaissances. Et quand tu as les bonnes connaissances et les bonnes bases, du coup, tu comprends finalement ce que tu fais. C'est pas top. Parce qu'un symptôme des TCA, justement, c'est de pas savoir qu'en fait, t'en souffres. Oui. Donc déjà savoir que t'en souffres pour pouvoir après avoir les clés pour s'en sortir, c'est génial. Oui. Trop bien, bravo. Parce que c'est pas... Et justement, ça reprouve à quel point, en fait, manger, en fait, c'est aussi... Ça part de la santé mentale, quoi. Complètement. C'est lié. Complètement. C'est lié... Et d'ailleurs, j'ai des patientes aussi et des patients qui sont touchés par les TCA. J'ai parlé beaucoup de perte de poids parce que c'est ce que j'ai la plupart du temps. Mais il y a aussi juste des personnes qui viennent me voir parce qu'elles sont touchées par les TCA. Il y en a qui en sont conscientes, comme d'autres pas du tout. Et moi, comme j'ai été touchée, je peux que me mettre à la place de ces personnes. Et il y a ce côté aussi très psychologique qui rentre dans le métier de diététicienne, nutritionniste, de pouvoir juste accompagner ton patient, de se mettre à sa place et d'essayer de l'aider justement à s'en sortir psychologiquement et pas que via l'alimentation. Ouais, non, clairement. Mais écoute, ça fait déjà pas mal d'informations. Oui. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais... ajouter. Je trouve que c'est une belle fin, ça montre vraiment qu'en s'informant, en créant des bonnes habitudes, en fait, moi ça me touche clairement aussi, mais moi je dis toujours, j'ai lancé la page Instagram en fait pour m'aider moi-même d'abord, parce que, et toi aussi peut-être inconsciemment, tu t'es lancé dans ces études en fait pour t'aider toi-même, et après on peut aider les autres. En fait, il faut d'abord être bien avec soi-même pour après rayonner et pouvoir donner aux autres et partager ce qu'on a appris, ce qu'on sait.
Et je pense que, ouais, c'est... Ah oui, comme toi, je l'ai fait pour ça. Hein. C'était surtout pour aider les autres, mais aussi pour m'aider moi et que tout ce que je poste finalement, c'est en lien avec mes valeurs. Et déjà, moi, ça m'aide à avoir encore plus confiance en moi. Et en plus, ça me permet d'aider des gens. Et ça, c'est que du bonheur. Trop bien. Si tu avais 3 choses à synthétiser, 3 messages clés pour des personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être touchées par des TCA ou bien qui veulent perdre du poids ou bien qui sont complètement perdues dans leur alimentation, qui ne savent pas qui voir, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? C'est 3 types différents, mais... 3 choses importantes que je pourrais relever, c'est déjà de s'écouter. Juste rien que s'écouter. Ouais, c'est le maître mot. Hein. De répondre à ses besoins. Juste, t'as faim là? Bon, c'est juste que t'as envie de manger quelque chose. T'as pas faim? Mange pas. T'as soif? Bon, bois quelque chose. Voilà, rien que s'écouter et se faire plaisir. T'as envie d'un burger frites? Mange un burger frites, d'accord? Fais-toi plaisir, ok? Après, mettre en place une activité physique, quelque chose qu'on aime, qui nous fait vibrer, que ce soit du théâtre, du dessin, monter l'Everest ou un marathon, peu importe, d'accord? Quelque chose qu'on aime faire, une activité physique, parce que de un, ça défoule, ça vide la tête, ça fait du bien, et puis surtout, ça permet aussi de prendre soin de soi, ok? Et de s'écouter, encore une fois. Et puis voilà. Et puis après, une 3e chose, je dirais bien s'organiser dans sa vie. Pas que l'alimentation, mais entre autres, voilà. Gérer ses repas, s'organiser, penser à notre semaine, comment on va faire, les courses, se faire des listes pour acheter que des produits bruts, pas ultra transformés, pouvoir bien s'organiser, voilà. Quand est-ce que je peux faire mon sport? Ok, est-ce que tous les mardis matins, c'est possible? Bon, dans ce cas-là, on crée une discipline. Ouais, c'est ça, créer des habitudes en fait. Parce que la motivation, c'est bien, mais après, le quotidien nous rattrape très vite. Donc si on n'a pas créé des routines finalement, c'est la routine qui est hyper importante pour pouvoir tenir sur la durée. Voilà. Écoute, j'aime bien. Hyper intéressant. Hyper intéressant, franchement. Là, en te parlant, pendant que tu me donnais tes 3 derniers conseils, j'ai pensé à plein d'autres sujets. Je me suis dit, mince, j'ai pas posé cette question, mais ça sera pour une prochaine fois. Oui, avec plaisir. Est-ce que tu as des ressources à partager? Donc, évidemment, ta page que je mettrai en description, mais est-ce qu'il y a d'autres? T'as dit la page de Violette Diète aussi? Oui, Violette Diète, que je mettrai également en description. Si tu as des livres, je sais pas, des podcasts... Là, comme ça, pas spécialement. C'est vrai que moi, je me base beaucoup sur mes études, sur ce qui sort avec le PNNS, voilà. Maintenant, non, ça va être, des pages Instagram. Là, c'est le seul qui me vient. Ok. Donc, je le mettrai. Ouais. On l'écoutera. Et puis ma page, bien évidemment. Oui, ça on sait, Zoé, on sait. Et t'as YouTube aussi, c'est ça, pour des formats longs YouTube, pour des formats courts Instagram et des recettes Instagram. Tout à fait. Elles sont trop bien. Ouais, j'aime beaucoup tes recettes. Génial. Voilà. Merci Zoé. Ok, mais écoutez, merci beaucoup. Si vous nous avez écoutés jusqu'ici, n'hésitez pas, si vous avez apprécié, à mettre 5 étoiles. J'adore, c'est mon premier, donc je le fais un peu à ma sauce, mais non, vraiment c'est important, surtout parce que je me lance, donc ça va bien m'aider. Et voilà, mettez un petit like, partagez à vos amis, à des personnes qui pourraient en bénéficier, parce qu'on a parlé de toutes sortes de typologies de problèmes différents, et je pense que ça peut parler à beaucoup de monde quand même, ce qu'on a dit. Ah oui. Voilà. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me les envoyer par message privé ou bien à les envoyer à l'autre Zoé aussi si ça la concerne plus, parce que c'est quand même elle la spécialiste de nous deux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.